Manifestation de joie et parade militaire hier à Damas. Les Syriens ont célébré le premier anniversaire de la fin de la dynastie Assad et de 54 ans de terreur. Le plus important, c'est que nous respirons la liberté. Avant, à Damas, on n'était pas en sécurité, on ne pouvait rien dire. Les murs avaient des oreilles. 8 décembre 2024, fin de règne pour Bachar al-Assad, accusé d'avoir utilisé répression, torture et armes chimiques contre son peuple. En fuite, réfugié en Russie, il a été chassé du pouvoir par le chef d'une coalition de rebelles. Ahmad al-Shara, ancien djihadiste devenu président par intérim, a lancé hier un appel à l'unité de la Syrie. Nous déclarons la fin de l'ère du despotisme et de la tyrannie pour inaugurer une nouvelle aube radieuse fondée sur la justice, la bienveillance, la citoyenneté et la coexistence pacifique. Une coexistence complexe sur fond de violence intercommunautaire contre les Alaouites et les Druzes. Toutes les minorités s'inquiètent, d'autant que les Druzes, mais aussi les Kurdes, n'étaient pas représentés lors des premières élections législatives post-Assad organisées en octobre. Ce déplacé kurde n'a pas fêté hier la chute de Bachar al-Assad. Moi, je ne vois aucune différence. Et je me demande qu'est-ce que ça change si Bachar al-Assad quitte le pouvoir et qu'un autre homme fort le remplace. La stabilité politique passera-t-elle par une stabilité économique? Un défi dans une Syrie dévastée par 14 ans de guerre. Ce Syrien, réfugié en Europe, a retrouvé il y a quelques mois sa maison en ruine. Un retour au pays difficile. Au début, j'étais heureux d'être là, mais maintenant, je regrette ma décision, car je ne trouve pas de travail. Alors comment la Syrie exsangue et morcelée peut-elle se relever? Le nouveau président, accusé de centraliser le pouvoir, est-il l'homme de la situation, au risque de voir la transition démocratique basculer vers une dérive autoritaire? Nos trois invités, Omar Youssef Souleymane, tout d'abord. Bonsoir, écrivain franco-syrien. Votre dernier livre, Les complices du mal, vient de paraître avec un chapitre consacré à votre retour en Syrie en janvier de cette année, janvier 2025. Selon vous, le nouveau régime syrien n'est pas une dictature, mais ce n'est pas non plus une démocratie. Les massacres continuent sans que l'armée ne puisse les empêcher, car cette armée est encore beaucoup trop divisée. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir, présidente de l'IREMO, spécialiste du Proche-Orient. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Votre ouvrage, le dernier essai, Livre noir de Gaza. Selon vous, la question économique sera essentielle dans la stabilité du pouvoir syrien. Le président al-Shara l'a compris en faisant tout pour obtenir la levée des sanctions internationales, puisque ce pays était un pays paria jusqu'à il y a peu. Et à côté de vous, Anthony Samrani, bonsoir, rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. Après la nuit, dossier dans l'édition spéciale de L'Orient le Jour consacré à la Syrie, je signale donc. Et selon vous, même si l'intégration des nations pourrait limiter la radicalisation du pouvoir, la question de la réconciliation communautaire intérieure est centrale. Elle apparaît presque impossible aujourd'hui. Et on démarre avec une évocation de Janus à propos de Al-Shara. À cette figure de la mythologie aux deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Voici Abou Mohamed Al-Joulani enturbané du temps où il dirigeait un mouvement djihadiste versus Ahmed Al-Shara, donc qui parle avec les grands dirigeants de ce monde désormais. Omar Youssef Souleymane, celui d'aujourd'hui a-t-il pour vous effacé celui d'hier? Non, pas encore au moins. C'est-à-dire, celui d'aujourd'hui, son discours pourrait être rassurant, pourrait être brillant. Or, dans les faits, ce qu'on a vu le mois de mars dernier, par exemple, des massacres contre les Alaouites, en juillet... Une des minorités, c'est celle qui soutenait Bachar al-Assad auparavant. Effectivement, ou contre les Druzes, qui ne soutenaient pas Bachar al-Assad, mais ils sont différents au niveau de religion des sunnites. Ce que j'ai vu personnellement, quand je suis rentré le mois de janvier dernier, j'ai visité les quartiers alaouites à Homs. Il y avait des familles qui étaient expulsées de leur maison, des familles qui ont été virées de leur travail, et aussi la peur chez les Alaouites, surtout dans cette ville, Homs, qui est divisée entre sunnites et alaouites. Et ce que je trouve, et je termine là-dessus, ce qui est le plus grave, c'est l'absence de la justice jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le pilier
de la gravité en Syrie et le pilier de la peur pour l'avenir syrien. Vous voulez dire que ceux qui ont commis des massacres n'ont pas été jugés? Ils ne sont pas encore jugés. Oui. Agnès Levallois, ça vous semble justifié comme diagnostic? Il n'y a pas de justice, donc il n'y aura pas d'autocritique et de progrès? Pour l'instant, il n'y a pas de justice. Il y a eu un premier procès il y a quelques jours à Alep, des responsables justement des massacres d'Alaouites qui se sont déroulés en mars dernier. Alors même si ce procès a été assez expéditif, mais il y a quand même une prise en compte de cette dimension par le nouveau pouvoir qui se rend compte que c'est une question très importante pour une grande partie de la population syrienne. Les outils ne sont pas encore vraiment à la hauteur de l'enjeu que ça représente, donc il y a un travail énorme encore à faire dans ce domaine, mais il y a une prise de conscience, en tous les cas me semble-t-il, de la part de ce gouvernement, avec des limites certaines pour l'instant, mais il y a quand même eu un début, et c'est pas si souvent que l'on voit ça dans ce genre de situation, et donc je pense qu'il faut quand même montrer qu'il y a eu un début de quelque chose, même si, je le répète, c'est loin d'être suffisant à ce stade. Anthony Samrani, et vous voyez quoi dans Ahmed al-Shara aujourd'hui? Est-ce que c'est un démocrate ou un nouveau despote? Entre les deux, il se réfugie beaucoup derrière sa famille, il a placé ses proches, ses frères même, on va le voir, c'est presque très clanique. Oui, c'est clanique. Certains disent, vous voyez, son frère en charge de la reconstruction de l'économie et un autre secrétaire général de la présidence ont dit qu'il est en quelque sorte le Premier ministre. Je vois avant tout un animal politique, je vois un homme pragmatique, je vois un homme qui a une vision du pouvoir assez autoritaire, sans être pour autant dictatorial. Je vois un homme qui, du point de vue des mœurs, est plutôt conservateur, plutôt islamiste sans être nécessairement djihadiste. Du point de vue économique, qui est plutôt libéral, voire ultralibéral, et qui incarne une forme de revanchisme sunnite. C'est-à-dire que la communauté sunnite, qui a été la communauté victime par excellence depuis 2 décennies, 3 décennies au Moyen-Orient, aujourd'hui a trouvé son héros. Et c'est ça qui rend aujourd'hui, c'est très difficile pour nous de commenter la Syrie. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une grande majorité des Syriens, 80% selon un sondage récent, qui sont très heureux, qui se félicitent de ce changement de pouvoir, qui étaient en liesse encore dans la rue. Et d'un autre côté, on a des minorités qui sont effrayées. Alors qu'est-ce qu'on raconte? La joie de la grande majorité ou la peur des minorités? Moi, je réponds, il faut absolument raconter les deux. Les deux en même temps. Et alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les femmes. Alors, les premières élections législatives ont eu lieu il y a tout juste 2 mois et elles ont été très critiquées. Notamment à propos des femmes et des minorités. Tout à fait. Le nouveau Parlement syrien est critiqué pour plusieurs raisons. La première, c'est le mode de scrutin indirect. On va le voir sur les 210 membres que compte le Parlement. Les 2/3 ont été élus par des comités électoraux, eux-mêmes nommés par la commission électorale qui a été mise en place par Ahmed El-Shara. Quant au tiers restant, il a aussi été désigné, là cette fois-ci directement par Ahmed El-Shara. La deuxième raison, c'est le manque de représentation des femmes, vous le disiez Elisabeth, 4% seulement, et des minorités. 2 sièges ont été attribués aux chrétiens, alors même qu'ils représentent près de 10% de la population. Et puis la troisième raison, plusieurs provinces, on va le voir ici, à majorité kurde et druze, ont été exclues du processus électoral. Ce ne serait que temporaire, selon le porte-parole de la commission électorale, qui avance des raisons de sécurité. Donc dans l'Assemblée actuelle, on retrouve essentiellement des hommes sunnites qui dominent, des notables, des professions libérales et des universitaires, plutôt conservateurs libéraux, vous l'avez dit. Et là où certains pouvaient craindre une surreprésentation de religieux extrémistes, ce n'est, semble-t-il, pas le cas. Les religieux ne représentent dans cette assemblée que 7%. Agnès Levallois, une dizaine d'ONG ont dénoncé cette absence de pluralisme. Est-ce qu'on se dirige vers une concentration des pouvoirs autour de la personne d'Ahmed El-Shara? Oui, aujourd'hui, on a typiquement un pouvoir incarné par El-Shara et qui s'appuie sur ceux en qui il a confiance. C'est le grand mot qu'il utilise pour justifier ce comportement. Donc toute la question et le défi maintenant qui se pose, à mon avis, Ahmed El-Shara, comment va-t-il ou non élargir cette base? S'il arrive à élargir cette base, à mon avis, on peut espérer un meilleur pour la Syrie. Si, en revanche, il n'arrive pas à faire confiance et à élargir la base dont on parle, à ce moment-là, on risque d'être confronté assez vite à des vraies difficultés parce que, justement, toutes ces craintes vont s'exprimer. On peut concevoir que, dans un premier temps, Ahmed El-Shara, en arrivant à Damas, s'appuie sur les siens, sa famille, on l'a vu avec le petit destin tout à l'heure, puis s'appuie sur les sunnites en qui il a confiance parce que cette question est absolument essentielle.
présidentielle. Mais il ne peut pas gouverner Damas comme il a gouverné Idlib, qui était la région d'où il vient. On parle d'idlibisation de la Syrie, c'est-à-dire qu'il appliquerait à la Syrie tout entière les principes extrêmement autoritaires qu'il y avait eu à Idlib. Oui, c'est exactement lorsque son groupe de rebelles djihadistes... Qui ont pris tout le pouvoir, sur toutes les villes syriennes. Mais juste pour la situation des femmes, c'est un sujet très important. Au moment de mon retour en Syrie, j'étais tellement surpris du fait que certaines femmes ont tellement peur de marcher, par exemple, là je parle de la liberté individuelle, c'est un sujet, c'est pas rien non plus, vous voyez. Ils ont peur de marcher dans les rues sans mettre le voile. À Homs, par exemple, plusieurs femmes m'ont raconté qu'elles ont été agressées parce qu'on en voilait une femme et un homme, s'ils marchent aujourd'hui dans la rue, si elles ne sont pas mariées ou n'appartiennent pas à la même famille, ils peuvent être aussi agressés. Tout ceci pourrait aussi exploser au bout d'un moment. Parce qu'aujourd'hui, les Syriens, ils sont fous de joie. Y compris moi, hein. On est très heureux que le régime de Bachar al-Assad ait dégagé finalement. Cela m'a permis personnellement d'y aller, de voir ma mère 13 ans après exil. Mais sommet est très important. C'est que ce ne sont pas les principes de la révolution syrienne. On n'a pas sacrifié des années et des années de nos vies pour retomber sur un régime autoritaire, parce que, comme vous avez dit, ce n'est vraiment pas du tout le processus de la démocratie, ni par rapport à la Constitution. Al-Shara même, qui a nommé un comité qui a écrit sa Constitution, et il y a un article dans la Constitution que pas beaucoup de monde l'a marqué, c'est que le Parlement aujourd'hui n'a pas le droit de questionner Al-Shara. Le président Al-Shara. Le président Al-Shara. Donc ça veut dire Al-Shara, il peut faire tout ce qu'il veut. Oui. Donc au bout d'un moment, aujourd'hui les Syriens, ils sont très heureux parce que pour beaucoup d'eux, vous avez dit que 80%, pour beaucoup d'eux, Al-Shara, c'est le sauveur. Oui, y compris mon petit frère, par exemple. Il a fêté hier et aujourd'hui, il est allé à Damas, etc., ce qui est légitime. Or, cela, à mon avis, ne va pas continuer parce qu'au bout d'un moment, ça va exploser et on va voir et alors et après. Alors, Anthony Samrani, puisqu'on parlait de la religion, quelle est la place de la religion dans le projet d'Al-Shara, justement? Parce que dans le Figaro, on parle des programmes scolaires où il serait écrit un nouveau programme scolaire édité par le nouveau pouvoir et où il est écrit « Juifs et chrétiens sont écartés du chemin du bien ». Donc on s'interroge aujourd'hui sur quelle place veut-il donner à la religion? Elle est présente, mais pour l'instant, elle n'est pas... disons qu'elle n'est pas partout, elle n'est pas imposante. Il s'est servi de la religion, notamment dans une logique de conquête du pouvoir, mais aujourd'hui on voit plus l'aspect communautaire que l'aspect religieux. Je m'explique, il met beaucoup plus en avant sa dimension sunnite, c'est-à-dire que là par exemple, hier dans son grand discours pour la célébration des 1 an, le discours a été fait à la mosquée des Omeyyades, il y a eu une référence dans les personnages qu'il a cités, les personnages c'était Saladin, c'était des personnages qui ont fait le succès des Omeyyades, et on sent qu'il y a cette volonté vraiment de ressouder la communauté. Sur la question religieuse, je pense que ça dépendra beaucoup. Moi, je suis convaincu que l'évolution de Sharia dépendra beaucoup plus de l'évolution de la Syrie que le contraire. C'est-à-dire, je m'explique, plus la Syrie va être une terre qui est prospère, avec de l'argent, avec une possibilité de reconstruction, avec des pays qui investissent, avec un terrain géopolitique plus stable, plus lui aura la tentation de se modérer. Et inversement, il se radicalisera, si ce n'est pas le cas, pour conserver le pouvoir. Oui, et pour unir la Syrie, puisque c'est aussi ça l'enjeu, c'est de réunir un pays fracturé. Écoutez le porte-parole sur ce sujet-là du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. Mr. Guterres said that what lies ahead is far more than a political transition. It is a chance to rebuild shattered communities and heal deep divisions in Syria. A future in which every Syrian, regardless of their ethnicity, their religion, gender, or political affiliation, can live in security, inequality, and in dignity. Agnès Levallois, son enjeu, c'est d'unir un pays qui est très fracturé entre toutes ces communautés différentes, c'est ça? Oui, parce que c'est un pays qui a été fragmenté quand même par le système Assad pendant 54 ans, père et fils, et par la guerre. Donc on a un pays extrêmement fragmenté, et donc il a très bien compris que l'enjeu, c'était de réunifier le pays pour surmonter justement toutes ces tensions qui existent et pour éviter le risque de massacre à nouveau, comme on a vu malheureusement contre les Alaouites et contre les Druzes. Mais il refuse une fédération aujourd'hui, il veut quelque chose de décentralisé, qu'on a du mal à cerner, pour ne pas perdre le pouvoir, on a l'impression. Mais aussi c'est un peu tôt, je crois qu'il y a un élément qui me paraît important, c'est le temps.
On parle d'une transition là qui n'a qu'un an pour l'instant. Et donc, il faut aussi un peu laisser du temps. On ne peut pas tout exiger et tout mettre en place du jour au lendemain. C'est un long processus. Lui, il est arrivé avec l'idée de reprendre l'ensemble du pays pour sortir de cette fragmentation. Mais on ne peut pas non plus exclure qu'à l'épreuve du pouvoir, il se rende compte qu'il faille mettre en place un système un peu différent. On l'a bien vu, il a signé un accord avec les Kurdes. Cet accord, pour l'instant, est resté lettre morte. Les Kurdes réclament leur autonomisation. Dans le nord de la Syrie. En gros, une autonomie comme les Kurdes irakiens ont obtenu en Irak. C'est un peu le modèle quand même qui fait rêver les Kurdes syriens aujourd'hui. Pour l'instant, Chara a dit la Syrie est un pays, nous sommes tous Syriens et nous mettons nos appartenances ensuite. On est d'abord Syriens et ensuite on peut être Syrien, Kurde, Druze ou autre. Et donc c'est ça qu'il va essayer. Mais il ne faut pas exclure qu'à l'épreuve du temps et de la réalité des faits, il se rende compte que ce modèle qu'il aimerait vraiment mettre en place n'est pas complètement réaliste et peut-être qu'il va aussi amender cette façon de faire. Justement, mais Omar Youssef Souleymane, quelle est la relation entre ce président et la communauté kurde qui n'était pas extrêmement... Il y avait un accord qui était à deux pas d'être en mars dernier, justement, entre les Kurdes, entre le chef des Kurdes et Ahmad el-Shara. Or, les Kurdes l'ont annulé juste après les massacres contre les Alaouites, qui ont perdu confiance à Ahmad el-Shara. Ce que vous dites sur le temps est très important, effectivement. Mais le problème, c'est qu'on a le temps de la nature. C'est-à-dire, est-ce que le peuple syrien, surtout les minorités aujourd'hui, sont prêts à attendre encore plus pour Al-Shara, ou ils ne sont pas prêts. Par exemple, juste il y a 10 jours, il y avait des grandes manifestations en Syrie des Alaouites pour avoir un État fédéral. En réaction, Ahmad el-Shara a appelé les Syriens à sortir dans des grandes manifestations pour exprimer l'unité du peuple syrien. Mais le résultat, c'était quoi? Ce sont les sunnites qui sont sortis, il y avait un affrontement entre des sunnites et des alaouites. Le problème des minorités aujourd'hui, surtout les alaouites sur la côte, c'est qu'on a des nombreux d'eux qui ont perdu leur travail, qui ont besoin de l'argent pour se nourrir quand même, vous voyez. C'est une situation horrible, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il est possible d'avoir une révolution de faim, c'est très grave quand même. De la faim, vous De la faim, pardon. Ça, ouais. Deuxièmement... Oui, on parle de 90% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, entre 60 et 90%. Or, en ajoutant de la pauvreté, si vous me permettez, pour les Alaouites, qui est aussi le cas des Sunnites, c'est que les Alaouites, ils se sentent une grande marginalisation. Et aussi les Druzes, vous voyez, comme quoi qu'ils n'ont aucune participation dans le pouvoir, comme quoi qu'ils sont dominés par la majorité sunnite. Et ça, ce qu'il pourrait être, moi, c'est ça ce qui me fait peur, c'est que ça pourrait être à re-exploser à n'importe quel moment un nouveau massacre. Anthony Samrani, donc la stabilité politique, dit-on, peut passer par une stabilité économique, sauf qu'on ne la voit pas venir, là, en Syrie. Il n'y a pas tant d'investissements étrangers. 28 milliards avaient été promis, dont 11 milliards par le Qatar en octobre dernier. Et finalement, seuls quelques milliards sont arrivés, mais très peu au final par rapport à ce qui a été promis. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un engouement international. La bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi et finalement, il y a un paradoxe, c'est que sur la scène intérieure, pour l'instant, il n'a rien réglé, il n'a pas pensé les plaies et au contraire, comme ils l'ont très bien dit, il les a parfois aggravés. Mais sur la scène internationale, il a eu un succès diplomatique fulgurant. Un homme qui était à la Maison-Blanche et au Kremlin en quelques semaines pour un pays qui a été paria pendant très longtemps, et à l'ONU, et à Paris, etc. Mais on dit que derrière, il y a une méfiance, c'est-à-dire oui, on l'accueille, mais en même temps, il n'y a pas de système bancaire fiable, on ne sait pas comment ça va évoluer politiquement, donc il y a des réserves. Il y a eu le problème du Captagon, il y a un engouement. Quand vous parlez aux responsables du FMI, ils vous disent il y a un engouement pour la Syrie de la part des pays du Golfe qui sont prêts vraiment à mettre des milliards. Ce que je peux vous dire, par exemple, dans le cas libanais, ce n'est pas du tout le cas. Cela dit, pour l'instant, ce sont des promesses, et c'est des promesses qui se heurtent à plusieurs obstacles. Le fait que la loi César, la loi qui empêche les étrangers, enfin n'importe qui, d'investir en Syrie sous peine d'être sanctionné par les Américains, va être abrogée, mais elle ne l'a pas encore été officiellement. Le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure, c'est très difficile, ne serait-ce que d'enregistrer un papier pour une entreprise. Et n'importe quelle entreprise, si elle veut investir massivement, elle a besoin d'une visibilité à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Banque mondiale estime à 216 milliards de dollars le montant de la reconstruction de la Syrie. On voit que l'argent promis n'arrive pas, ou il arrive seulement par millions. Comment faire? Alors c'est vrai que pour l'instant, les pays du Golfe, quand même, ont décidé de payer les salaires. Le Qatar et l'Arabie Saoudite financent.
finance. L'électricité vient en partie aussi donnée par le Qatar. Donc il y a une prise en compte de la part de ces pays de la nécessité effectivement d'aider à cette transition. Parce que si la situation économique ne s'arrange pas, on risque d'aller vers à nouveau une reprise. Un chaos qui déstabiliserait la région. Et ça, il y a le sentiment aujourd'hui que personne ne veut que ce chaos revienne en Syrie, aussi bien les pays du Golfe que les pays occidentaux, les Européens ou les Américains. Là, je rentre du forum de Doha où Ahmed El-Shara a été reçu en grande pompe avec une intervention pendant 1 heure. La Syrie était vraiment très présente dans beaucoup de discussions lors de ce forum et c'était une façon, me semble-t-il, en tous les cas, de bien montrer qu'il y avait ce soutien international, qu'il était extrêmement important. Maintenant, effectivement, le grand problème, c'est le hiatus, si je puis dire, ou le fossé qu'il y a entre la vie au quotidien des Syriens, qui, eux, ne voient pas encore véritablement ces améliorations, et toutes ces déclarations, et le fait qu'Ahmed El-Shara fait le tour du monde actuellement, où il est très bien reçu, très bien, il a compris que lui, il fallait absolument qu'il investisse à l'international, parce qu'en raison d'abord d'où il vient, il faisait peur, il faisait terriblement peur, donc il faut qu'il rassure les marchés, et il faut qu'il rassure les diplomaties occidentales et du Golfe. Donc ça, il a réussi à le faire. Maintenant, s'il ne transforme pas cela en des améliorations tout de suite visibles sur la scène intérieure, c'est là où effectivement la situation risque d'être très compliquée. Omar Youssef Souleymane, est-ce que le salut peut venir de la diaspora syrienne, qui est importante, qui peut avoir des moyens, qui peut investir? Est-ce que vous, autour de vous, certains vous disent « je veux y retourner, y revenir, malgré une situation instable » Le retour des cerveaux. Parce que ce n'est pas, non, malheureusement, ce n'est pas rassurant jusqu'à l'instant, parce qu'on voit la situation des Syriens à l'intérieur, les rues, les quartiers, les villes qui sont déjà détruites, c'est-à-dire retourner aujourd'hui en Syrie dans l'insécurité, l'instabilité encore, et pour reconstruire sa maison après avoir travaillé des années et des années à l'étranger, ce n'est pas encore rassurant. Il y a quand même, je trouve, des Syriens qui commencent à y aller en restant là où ils sont, en Europe ou en Turquie, mais ils reviennent pour commencer à étudier la question et de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais depuis l'Europe, très peu. Vous êtes optimiste? Il faut être optimiste. Moi, je suis optimiste parce que je parie sur la nouvelle génération. C'est un point très important à aborder. Pardon. Oui, pardon, Antoine. Non, je partage l'avis de Omar. Ce qui nous rend optimistes, c'est les Syriens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Syrie qui est très profond. Il y a une demande de démocratisation de ce pays, il y a une demande de justice, il y a une demande de complètement tirer un trait sur l'ère Assad et tout ce qu'elle a représenté. Et ce qui se joue en Syrie dépasse la Syrie elle-même. Vous parliez des minorités aujourd'hui. Quel pays aujourd'hui au Moyen-Orient a trouvé un modèle qui permettent aux minorités d'exister tout en étant un modèle plus ou moins démocratique? Quasiment aucun. Donc il y a quelque chose. Je veux bien qu'on soit critique sur Charia, il faut être critique, mais il faut avoir conscience de ce qu'est aujourd'hui l'état de la Syrie et de ce qu'est aujourd'hui malheureusement l'état de la région. Mais aussi, si ça marche en Syrie, si ça marche en Syrie, à mon avis, ça peut être un laboratoire absolument essentiel aussi pour l'ensemble de la région. Et ça, c'est un point, je crois, qui est très important. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en Syrie, on a 30% de la population sont des minorités religieuses et ethniques. Et ça pourrait être explosé à n'importe quel moment. Et vous pariez sur eux afin que cette diversité soit une richesse pour ce pays. Écoutez, merci à tous les trois d'être venus nous faire un état des lieux de la Syrie nuancé et néanmoins qui se termine sur une note d'espérance. Merci encore.